Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vendredi 6 octobre 2023, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Au Kenya, un jeune entrepreneur s'est lancé dans la transformation des plastiques en carburant pour lutter contre la pollution plastique. À suivre dans un instant. La France fait des efforts en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre. Le pays a réduit de 4,3% cette année son émission de gaz à effet de serre. Le monde est à moins de 0,1 degré Celsius pour atteindre le seuil de la température la plus chaude. Pour y remédier, il faut respecter les outils de protection de l'environnement. Face à la pollution plastique qui s'intensifie dans le Grand Tripoli en Libye, un projet de gestion des déchets plastiques a été lancé dans les municipalités de Souk Al-Djama, Abou Salim et Centrale Tripoli. L'objectif est de renforcer les services de gestion des déchets dans le pays. Les travaux nécessiteront un investissement de $1 million. Suivant. Le Grand Tripoli poursuit son combat contre la pollution plastique. Les autorités de la région libyenne ont récemment lancé un projet de gestion des déchets plastiques dans les municipalités de Souk Al-Djuma, Abou Salim et Centrale Tripoli. Le projet, qui se déploiera en 30 mois, est soutenu par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat. À Tripoli, la plus grande ville et capitale de la Libye, de nombreuses plages ont été fermées en juillet 2021 et un mois plus tard, plusieurs autres plages étendues sur une trentaine de kilomètres ont été interdites de baignade du fait de la pollution par les déchets, notamment plastique. La réduction de l'impact environnemental négatif par habitant dans les villes est un défi majeur et nécessite une attention particulière à la qualité de l'air et à la gestion des déchets municipaux. L'objectif est de renforcer les services de gestion des déchets à travers l'adoption des pratiques d'économie circulaire à l'instar du recyclage qui devrait réduire la pollution plastique. Outre la réduction de la pollution, la valorisation de ces déchets dans le Grand Tripoli permettra de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes dans le secteur du recyclage des déchets. Les travaux coûteront $1 million aux autorités régionales du Grand Tripoli. Toujours dans la lutte contre la pollution plastique, au Kenya, un jeune entrepreneur, James Muriti, s'est lancé dans la transformation des plastiques en carburant pouvant alimenter les voitures et toutes sortes de moteurs. Irène Papadina nous donne des précisions à travers ce commentaire. Faire le plein de votre voiture avec du carburant issu des déchets, au Kenya, cela pourrait être bientôt possible. L'entreprise ProGreen Innovation Limited utilise la pyrolyse, technique consistant à chauffer le plastique à des températures très élevées en l'absence de l'oxygène. Nettoyer puis charger dans le réacteur. À la sortie, il y a le processus de chauffage. Ce processus n'utilise pas d'électricité, mais notre propre carburant que nous appelons briquette. La briquette est composée de déchets de biomasse et d'une combinaison de charbon noir qui provient des déchets du réacteur. Il y a ensuite le processus de condensation suivi de l'étape d'évaporation. En fait, on vaporise dans le condensateur puis on recueille le carburant. Le carburant est produit grâce à la conversion en liquide par condensation des gaz obtenus lors du processus de pyrolyse. ProGreen Innovation Limited a la capacité de produire 1000 litres de carburant tous les 2 ou 3 jours. Nous produisons deux types de carburants alternatifs. Le premier étant l'essence. Elle est utilisée pour les machines de petite et moyenne taille. Nous avons donc des tronçonneuses, des pompes à eau, des tondeuses à gazon et n'importe quelle petite machine. Quant au carburant diesel de substitution, il est utilisé pour les moteurs diesel de grosse cylindrée, les générateurs, les véhicules également. Et c'est ce que j'utilise dans mon propre véhicule. Muriti utilise son carburant pour faire fonctionner le broyeur de plastique, les tronçonneuses et même sa propre voiture. Son entreprise ne vend pas encore de carburant sur le marché. Elle doit encore obtenir l'approbation du Bureau des normes du Kenya. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la production mondiale de déchets plastiques s'élève à 400 millions de tonnes par an. On estime que seulement 12% de ces déchets sont incinérés et 9% sont recyclés.
Les stations automatiques et de télétransmission du système d'alerte signalent une augmentation importante de 45 cm sur le lit du fleuve Gambie qui parcourt plusieurs villes du Sénégal. Ce scénario hydrologique devrait entraîner des inondations défavorables pour l'agriculture, la faune, les infrastructures socio-économiques. Regardez. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les populations de la ville de Kédougou, située dans le sud du Sénégal. Le fleuve Gambie, qui traverse la Gambie, le Niger, mais aussi plusieurs villes sénégalaises, devrait déborder dans les prochains jours. Les crues sont imminentes au regard du signal généré par la station hydrométrique, du cours d'eau et des conditions météorologiques enregistrées. Selon le directeur de la gestion de la planification des ressources en eau, la pluviométrie devrait accélérer ce débordement du fleuve Gambie. Parmi les conséquences habituelles figurent notamment la destruction des infrastructures d'eau et d'assainissement, ainsi que la dévastation des habitations et des plantations entraînant ainsi les déplacements des populations et du bétail. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, c'est la capitale Dakar qui est la principale cible des inondations, surtout entre juin et octobre, qui marque la saison pluvieuse. Pour limiter l'impact économique et environnemental de ce phénomène, le gouvernement sénégalais a lancé le plan d'organisation des secours en cas de catastrophe. En 2021, il a permis l'acquisition d'une 50aine d'hydrocureurs pour déboucher les canalisations ainsi que les 150 motopompes pour un coût de 27,8 milliards de francs CFA. En Australie, un État interdit l'exploitation forestière sur une surface de 8000 hectares. La mesure a pour but de créer un refuge pour les koalas, des espèces emblématiques en extinction. Rafié Toumberekou pour les précisions. Les écologistes australiens demandent l'arrêt de l'exploitation forestière sur plus de 8000 hectares du territoire dans l'ensemble du projet de parc national. Cette mesure consiste à créer un refuge pour les koalas, des espèces emblématiques du pays en déclin. La mesure est une avance historique, a déclaré Brad Smith, directeur général par intérim du Conseil de la préservation de la nature, qui considère cette zone comme l'habitat du koala le plus important au monde. Cette décision est également la reconnaissance que l'exploitation forestière a des conséquences dévastatrices sur les koalas et la biodiversité, a-t-il ajouté. Stott Blanche, porte-parole du Fonds mondial pour la nature en Australie, affirme que le nombre de koalas en Nouvelle-Galles du Sud a connu un déclin spectaculaire, chutant de plus de 50% entre 2000 et 2020 en raison de la déforestation, de la sécheresse et des feux de forêt. Pour lui, la décision de l'État est une chance de retrouver la situation après cette tragédie. Si nous voulons sauver les koalas de l'extinction au cours du siècle, nous avons besoin de nouvelles zones protégées couvrant des millions d'hectares de forêt, a-t-il ajouté. La nouvelle interdiction concerne précisément 8400 hectares de forêt dans lesquels se trouvent 106 centres pour les koalas, a expliqué le gouvernement de l'État. Cette surface fait partie du projet de parc national Gruits Koala de 315 000 hectares qui doit voir le jour sur le littoral du Nord afin de sauver les koalas de l'extinction dans l'État. Du nom scientifique Phascolarctos cinereus, le koala est un mammifère grimpeur en provenance de l'Australie. La signification du koala comme animal totem est celle de forte connexion avec la terre. Aussi appelée paresseux australien, cette espèce de marsipio abricole herbivore symbolise la paix, la tranquillité et la protection dans le monde entier. La France fait bon élève dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'après le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 4,3% au premier semestre de cette année, un pourcentage en nette augmentation par rapport aux années précédentes. Viva Samana. 4,3%, c'est le taux de baisse des émissions de gaz à effet de serre enregistré en France au cours du premier semestre de cette année. Une bonne nouvelle pour la planète, car cela contribue à réduire le réchauffement de la Terre. D'après le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique CITEPA, la tendance générale de la baisse des émissions se poursuit depuis 2018. Contrairement aux années passées où cette réduction des émissions de dioxyde de carbone s'élevait à 2,7%,
Le recul de cette année a presque doublé, de quoi réjouit le président français Emmanuel Macron qui avait déclaré à la fin du mois de septembre qu'il faut aller 2 fois plus vite dans la réduction des gaz à effet de serre. La dynamique de l'Hexagone est d'atteindre une baisse de 55% des émissions d'ici 2030 par rapport à 1990. Ce progrès dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France est attribué d'abord à l'industrie avec 10% d'économie, ensuite à la production des énergies qui enregistre 17% de moins et enfin au transport routier qui note une légère baisse de 1,5%. Paradoxalement aux autres secteurs, le transport aérien poursuit dans la pollution à grande échelle avec une hausse de 25% des émissions sur les vols intérieurs au premier semestre 2023 et un rebond de 34% sur les vols internationaux selon le CITEPA. Cette situation interpelle une fois encore les responsables des différents secteurs à agir convenablement pour limiter le réchauffement de la Terre. Au nord du Brésil, dans la région d'Amazonas, des poissons et dauphins sont retrouvés morts en raison du faible volume d'eau causé par une forte sécheresse. D'après les experts, la priorité est de retirer de l'eau les cadavres d'animaux malgré le nombre important. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence pour parer au risque. Léon Sago. La région d'Amazonas au nord du Brésil fait face à une sécheresse exceptionnelle. Cette sécheresse a pour conséquence directe la mort d'une centaine de dauphins et des milliers de poissons en moins d'une semaine retrouvés dans la rivière Tefé, affluent du fleuve Amazone. Selon la World Wildlife Fund, première organisation de la défense de la nature, le phénomène climatique El Niño, qui a pour caractéristique de réduire la formation des nuages, serait à l'origine de ce drame. D'après les informations de l'ONG, la situation devrait s'empirer dans les régions dans les jours à venir, a publié le journal brésilien Globo. L'association pointe du doigt le réchauffement climatique dans la région et appelle à une réaction immédiate du gouvernement. La chaîne CNN affirme que durant les 10 dernières années, les 9 pays sur lesquels s'étend l'Amazonie ont perdu 1 million d'hectares d'eau. Pour l'heure, André Tchelo, membre de l'Institut Mamirawa pour le développement durable, indique que la priorité est de transporter les corps d'animaux hors de l'eau, mais il y en a tellement que c'est impossible. Quant au fait de transférer ceux encore vivants vers d'autres rivières, rien n'en est sûr. Puisqu'au-delà de la qualité de l'eau, il faut vérifier s'il n'y a ni toxines ni virus. Il est à souligner que pour faire face aux effets de cette sécheresse, le gouverneur a décrété un état d'urgence dans les 55 communes de l'Amazonas. Le gouvernement fédéral, à travers la ministre de l'Environnement, Marina Silva, a annoncé une aide humanitaire afin de subvenir aux risques pour l'approvisionnement en nourriture, en eau potable, ainsi qu'en produits d'hygiène et en médicaments. Par ailleurs, 50 000 paniers repas ont été distribués à la population touchée. Le président des Seychelles a mis en place des initiatives pour lutter contre la pollution maritime et pour protéger les côtes de ces océans. Affectés par les effets du changement climatique, les Seychelles ont du mal à atteindre les objectifs fixés pour protéger leurs écosystèmes marins d'ici 2025. Ainsi, le président appelle les pays occidentaux à assumer leurs responsabilités dans la dégradation du climat. Retrouvons Irène Papadina. Le gouvernement séchellois s'est engagé depuis 2020 à sauvegarder 30% de ses eaux territoriales. Cependant, avec l'élévation du niveau de la mer qui constitue une menace existentielle, les Seychelles espèrent protéger au moins 50% des écosystèmes d'herbiers marins d'ici 2025, comme l'a indiqué le président séchellois Wawel Rakalawan à la 117e Assemblée générale de l'ONU. Selon lui, le pays s'est engagé à protéger au moins 50% des écosystèmes d'herbiers marins d'ici 2025 et 100% à 2030. Les herbiers marins comprennent des dizaines d'espèces de plantes aquatiques qui permettent de capter le carbone et de lutter contre l'érosion côtière. Composées de 115 îles, les Seychelles sont connues comme un trésor de biodiversité. Malheureusement, avec le dérèglement climatique, les eaux sont de plus en plus souillées par les déchets qui dégradent l'environnement. Le président appelle les pays occidentaux à assumer leurs responsabilités dans le changement climatique avec moins de 4% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Le gouvernement des Seychelles veut limiter sa dépendance au financement provisoire pour son développement.
Les institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement doivent mettre l'accent sur la nécessité d'un indice de vulnérabilité multidimensionnel qui permettra aux pays en situation de vulnérabilité d'accéder à des financements pour répondre à leurs besoins. La température moyenne dans le monde depuis janvier est de 1,4 degrés Celsius, plus chaude que la période pré-industrielle, a annoncé l'observatoire Copernicus. Bien que le seuil fixé soit de 1,1 degrés Celsius, comme solution pour y remédier, le climatologue Robert Vautard insiste sur les outils à respecter, notamment les outils les plus connus. Léon Sagbo pour les précisions. L'observatoire Copernicus a annoncé son bilan mensuel sur la température moyenne mondiale. Cette moyenne, qui est de 1,4 degrés Celsius, est littéralement plus élevée par rapport à l'ère pré-industrielle. Pourtant, le seuil fixé par l'accord de Paris 2015 pour limiter le réchauffement climatique est de 1,5 degrés Celsius, ce qui inquiète puisqu'il est presque atteint. Le directeur de recherche du CNRS et climatologue Robert Vautard a à cet effet précisé ce jeudi sur France Info qu'il s'agit de moyennes enregistrées jusqu'en septembre et qui ne comprennent pas les moyennes jusqu'à la fin de l'année. Il explique aussi qu'il n'est pas impossible que ces températures globales de l'année 2023 dépassent 1,5 degré Celsius, mais que ce n'était pas non plus incertain, car l'accord de Paris se réfère à une évolution sur plusieurs décennies et que cela n'empêche pas que l'année 2023 soit en passe de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée selon Copernicus. Pour le scientifique, une combinaison de facteurs est à la base de cette température, à savoir l'origine humaine et la montée en puissance d'El Niño, cette fluctuation de température dans le Pacifique, particulièrement forte cette année. Le climatologue ne ferme donc pas la voie à tout optimisme, puisqu'il insiste que les outils pour lutter contre le dérèglement sont littéralement connus. D'après lui, le principe général est bien sûr de réduire au maximum et même complètement les émissions de gaz à effet de serre. Il rappelle que la décarbonation à l'échelle 2050 permettra de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. La surpêche s'aggrave partout dans le monde et rend urgent le traité sur la haute mer selon Greenpeace. Les zones de pêche ont augmenté de 22,5% entre 2018 et 2022. L'ONG a lancé un appel au pays à signer le traité afin de protéger les terres et les océans. Le point avec Rafietou Mbereko. Le 13 septembre dernier, le bateau de Greenpeace, l'Arctic Sunrise, s'est marré en Californie pour une conférence au cours de laquelle l'ONG a révélé un état des lieux de la surpêche dans le monde entier. Dans un rapport de Greenpeace, il en ressort que la surpêche dans les eaux internationales s'est accrue ces 5 dernières années. Selon le rapport qui compile les données d'un organisme capable de suivre les mouvements des bateaux, les heures de pêche en haute mer ont augmenté de 8,5% entre 2018 et 2022. Cette intensification est particulièrement prononcée dans les zones écologiquement sensibles identifiées par l'ONU comme potentiels futurs sanctuaires marins. La surpêche est un énorme problème, a déclaré à l'AFP Chris Thorne, chargé des questions océaniques chez Greenpeace. L'ONG souligne aussi que les dégâts causés au grand large par la pêche à la palangre, qui utilise des lignes munies des milliers d'hameçons, ont appâté sur des dizaines de kilomètres de long. Cette méthode destructrice capture de nombreux requins par erreur et certains n'y survivent pas. En 2022, la COP15 sur la biodiversité a adopté un objectif: protéger 30% des terres et océans de la planète d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, il n'y a pas de temps à perdre, a insisté Chris Thorne auprès de l'AFP. Les menaces qui pèsent sur les océans s'aggravent. Les gouvernements doivent agir maintenant. Dans son rapport, Greenpeace appelle un maximum de pays à signer le traité tenu lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Adopté en juin dernier, cet accord historique a pour but de mieux protéger l'ensemble des océans. Il est aussi prévu une mesure phare:
la création des aires protégées en haute mer dans les zones situées au-delà de 370 km des côtes. Pour entrer en vigueur avant la prochaine conférence de l'ONU sur les océans en 2025, le traité doit être signé puis ratifié par au moins 60 pays. Cela permettrait de réunir rapidement une conférence des parties habilitées à créer des sanctuaires marins. Les scientifiques et les ONG ont déjà identifié une dizaine de zones à protéger en haute mer. Les mammifères pourraient dire adieu à la Terre d'ici 250 millions d'années. D'après une revue publiée fin septembre dans la revue Nature Géosciences, il ressort que la formation future d'un supercontinent provoquera la disparition des mammifères. La planète se réchauffe et 22% de sa surface deviendrait inhabitable. Les chercheurs préviennent que ces informations restent une projection, mais appellent à les considérer avec prudence. Vivas Amano. La Terre devient de plus en plus hostile pour ses habitants et les mammifères pourraient disparaître de sa surface dans 250 millions d'années. Avec le réchauffement climatique dont l'une des caractéristiques premières est la hausse des températures, la Terre sera inhabitable pour plusieurs mammifères. À l'issue d'une étude publiée fin septembre 2023, la revue scientifique Nature Géosciences prévient de la formation d'une Pangée ultime qui est un supercontinent issu du rapprochement des continents actuels. Ce rapprochement pourrait avoir lieu d'ici le quart du milliard d'années à venir. Cette Pangée provoquerait, d'après les scientifiques, une hausse des températures à tel point que la vie sur Terre sera minimisée. Pour Anta Clarissa, paléoclimatologue à l'Institut des sciences de la nature et de la Terre de Grenoble en France, la formation de la Pangée ultime va créer des rides océaniques qui vont générer un dégazage et un relâchement du dioxyde de carbone dans les roches en profondeur de la Terre. Toujours d'après cette étude, les températures oscilleraient entre 40 et 50 degrés Celsius, une température déjà insupportable pour les hommes. Alexander Farnsworth, chercheur à l'université de Bristol en Angleterre et co-auteur de l'étude, prévient que l'extinction qui s'annonce ne concerne pas seulement les mammifères. Les végétaux et autres types de vie pourraient être affectés. Le directeur des recherches au CNRS, Yves Gaudris, trouve que cette étude est à prendre avec beaucoup de prudence car ce n'est pas évident de déterminer la position des continents dans 250 millions d'années. Néanmoins, cette étude présente tout de même un intérêt pour la paléoclimatologue Anta Clarissa car elle fait savoir que la vie sur Terre est très fragile. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Kin TV International. Au revoir.